Bien, bonjour à tous, il va être 12h30 exactement, nous sommes avec vous jusqu'à 14h en direct dans le ZCL News. On salue nos amis de Radio Tension et de Canal 10 FM qui sont nos partenaires à la radio, donc vous pouvez nous écouter à la radio, et puis on salue nos gens qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en France, et jusqu'à la Réunion. Salut à tous, ce midi, on va recevoir dans un instant Cathy Liminana Dembélé, bonjour. Bonjour. Elle est co-organisatrice du Black Month History Month qui va commencer dans quelques jours, qui a commencé d'ailleurs depuis hier soir et qui se poursuit pendant quelques jours. Elle est présidente des routes européennes de la mémoire noire, section France, on en parlera tout à l'heure. Herman Goudou, référent technique, unité numérique et accès aux droits et Aude Jacquet Bliando seront avec nous. C'est la CAF à Casazot, comme chaque mardi. Ensuite, Jimmy Bibois, qui est restaurateur, et Laetitia Eslin, responsable de la boutique du MAC, seront avec nous parce que, vous le savez, Jimmy Bibois, il a gagné un grand prix de la restauration en France. Et bien sûr, aujourd'hui, il a plein de lauriers. Je ne sais pas s'il viendra avec un repas, on verra ça tout à l'heure. Evelyna Dimar, notre chroniqueuse ABC Entreprise, sera là. Puis on va terminer avec Gersiane Blondou-Galas, la présidente de la commission éducation de la région Guadeloupe. Vous voyez que la barque est chargée, comme toujours, le mardi. Sinon, l'actualité, c'est l'interview de Jean-Marie Nomertin, c'est le secrétaire général de la CGTG. Avec lui, on parlera effectivement de cette affaire de chlordécone. Le gouvernement français veut essayer de faire passer l'affaire, l'éliminer, comme on dit. On en parlera, puisque en Guadeloupe, aujourd'hui, la plupart des Guadeloupéens sont remontés contre cette tentative du gouvernement français d'essayer d'effacer ce crime contre l'humanité. Conflit des titres de propriété à Sainte-Rose, une fois de plus, les colons essaient d'imposer leur volonté aux travailleurs, aux paysans guadeloupéens. Il y avait hier une conférence de presse, on en parlera. La Coupe de France du potager dans le scolaire avec Charlie Diagonia, c'est parti. Et puis la randonnée avec les scolaires dans le cadre des journées des zones humides. Voilà ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans le ZCL News. Merci d'être avec nous et nous sommes très heureux aussi d'être avec vous tous les midis, l'émission la plus regardée à cette heure-là dans le paysage audiovisuel guadeloupéen. Alors je vous l'ai dit, ça va être, depuis hier a commencé le Black History Month. On reçoit donc Cathy Liminana Dembélé, bonjour. J'ai envie de dire au thème même, comme on dit. Et Cathy, il faudrait peut-être expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est exactement ce Black History Month. D'accord. Alors, c'est le programme du cycle Marronnage et Réparation. Oui. Ce cycle existe déjà depuis des années. Il a été initié par le Cercle du Marronnage de l'Île-de-France et de Nantes. Ainsi que par le comité du 10 mai, présidé par Théo Lubin. Oui. Désormais, depuis, c'est récent, depuis 2020, nous sommes labellisés par la Fondation Mémoire et Esclavage. D'accord. Ce qui constitue quand même une avancée significative. Oui, tout à fait. Comparativement à la politique mémorielle que nous avons connue avec eux. Alors, cette année s'est formé un collectif d'associations que je vais citer. Allez, je commence par celle que j'ai fondée, que je préside. C'est normal, hein, Cathy, c'est tout à fait normal. Oui, allez-y. Revenez-y, route européenne de la mémoire noire. Section France continentale et France ultramarine. Je parlerai tout à l'heure de la distinction. Nous avons également Sortir du colonialisme, Le MIR France et Vivoler. Oui. Voilà pour le collectif. Le collectif. Donc maintenant, je vais passer au programme qui effectivement a commencé hier. Oui. Tout d'abord, peut-être pour les auditeurs. Et je le répéterai au cours de l'émission pour qu'ils aient le temps de noter. Les auditeurs peuvent se connecter ou en live ou en différé. Podcast, voilà. Oui. Donc, ils vont sur la page Facebook de Cycle Marronnage et Réparation. Cycle Marronnage et Réparation. On le note et puis on le répétera à la fin de l'émission. Oui. Voilà.
Voilà. Et d'ailleurs, nous continuerons à passer par le web pour toutes les conférences que nous organisons. Voilà. On en reparlera alors. Je crois que c'est jusqu'au 22, c'est ça 25. 25, voilà. Exactement. Oui. Voilà. Okay. Alors, pour le programme donc, qui a commencé hier et que les auditeurs peuvent capter par le replay. Donc hier, nous avions le professeur Salamolin. Oui. Ah oui. Voilà. Oui, incontournable. Voilà, auteur du Code noir ou du calvaire de Canon, associé à un professeur de philosophie, danseur, chorégraphe, maoré, du nom de Denetem Touabouna, qui vient de sortir un ouvrage dans lequel il conceptualise la notion de marronnage contemporain. D'accord. Un ouvrage que je recommande, Fugitif ou courtu. Fugitif ou courtu. Ou courtu, d'accord. Ou courtu. Oui, d'accord. Voilà. Le 4 février, il y aura un rassemblement à Paris pour commémorer l'abolition de 1794 en Guadeloupe. Alors, il faut quand même le préciser, Cathy, parce que beaucoup de Guadeloupéens aujourd'hui, à cause de toutes sortes d'interactions, ne savent pas qu'en 1794, il y a eu une première abolition, entre guillemets, et après, 8 ans après, Napoléon rétablissait l'esclavage avec ce conseil. Voilà. Oui. Mais bon, nous serons amenés à en reparler dans la prochaine émission. D'accord. Parfait. Voilà, nous en reparlerons. Oui, c'est important. Oui. Non, c'est important quand même de le dire. Voilà, tout à fait. Et pourquoi, d'ailleurs, cette première abolition est restée muette dans certaines colonies et pas d'autres. Et de plus, c'est en Guadeloupe qu'il y a eu cette première abolition, parce qu'il n'y en a pas eu en Martinique, il n'y en a pas eu dans les autres colonies françaises à l'époque. Voilà. Grâce à la puissance du peuple guadeloupéen. C'est ça, donc il s'est levé dès cette époque et qui va se lever encore en 1802 d'ailleurs. Hein. Voilà, oui, 1801 et 1802. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Le 6 février, Théo Lubin parlera de la naissance d'une légende, Bob Marley. Ah, d'accord. Voilà. Le 14 février seront réunis Victor Bissingué, qui est docteur en anthropologie, il est camerounais, spécialiste des pygmées Aka, ainsi que Diallo Diop, qui est médecin à Dakar et président du MIR Sénégal. D'accord. Voilà, que nous avons maintenant. Et nous aurons Rosa Plumalurib, auteur de La férocité blanche, entre autres. Un beau plateau, ça. Voilà. Voilà. Alors évidemment, cet hommage à Cheikh Anta Diop, ils pousseront la pensée conceptuelle de Cheikh Anta Diop. Voilà, à tous les trois. Le 14 février, nous aurons Maître Patrice Tacita, avocat guadeloupéen, et Emmanuel Germani. D'accord, avocat martiniquais qui sera ici avec nous. Voilà, qui parleront des homicides républicains en territoire d'outre-mer. D'accord. Un peu plus tard, je donnerai une conférence qui portera sur mon dernier article que les auditeurs peuvent déjà lire sur Mediapart. Sur le site Mediapart, oui. En accès libre. Oui. En accès libre. Oui. L'édition Mémoire du colonialisme. D'accord. Un petit mot quand même là-dessus, Cathy, Mémoire du colonialisme. Quand vous dites ça, pourquoi je vous pose la question? Parce que souvent, en tant que journaliste, il m'arrive d'intervenir ici ou là, et quand on dit que la Guadeloupe c'est une colonie, les gens disent mais non, la Guadeloupe c'est un département français, ça, c'est plus une colonie. Alors, qu'est-ce que vous appelez mémoire du colonialisme? Alors, Mémoire du colonialisme, évidemment, touche toute l'histoire coloniale française, on va dire, évidemment, elle commence dans le 15e, siècle, début 15e siècle, jusqu'à aujourd'hui, avec ce que nous appelons la
colonialité. D'accord. Alors la colonialité est un concept qui a été formé par le péruvien Aníbal Quijano, Oui. et qui entend par là montrer que dans notre société présente, nous sommes face à des formes coloniales quasi naturalisées, passées par le mode de la reproduction sociale, passées dans le système social qui fait aujourd'hui ce qu'on va appeler le racisme anti-noir structurel et systémique, qui dépasse le racisme ordinaire. Bien sûr. Hein? On en a la preuve tous les jours ici. Voilà, tous les jours. Oui. Hein? Oui. Tous les jours. Bon, tiens, encore dans l'actualité, le groupe de 11 touristes qui a refusé d'embarquer avec un couple de Martiniquais. Tout à fait, oui. Et en pleine... Non, c'est-à-dire que certains Français, je ne veux pas généraliser, ont ici une attitude raciste, il faut le dire. Mais ils viennent en colonie. Oui, ils viennent en colonie, ils viennent une attitude de colonialiste. Ils sont chez eux. Ils vous disent que la Guadeloupe, c'est la France. C'est la France. Oui. Eh bien non. La Guadeloupe n'est pas la France, je confirme. Eh bien non. Oui. Voilà. Ouais. Mais bon, ce qui montre la prégnance de ce donc on appelle les formes coloniales naturalisées, ils vont aller en Bretagne et ils vont considérer que la Bretagne n'est pas tout à fait la France. Oui. Hein, oui, bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Donc, dans cette conférence, je traiterai de la thématique du colorisme, mais qui est une très large thématique. Oui. Donc là, je parlerai plutôt des usages sociaux du mot noir. D'accord. Donc le mot noir a remué l'actualité en 2020. Oui, tout à fait, récemment encore, oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis, nous terminerons le 25 février avec Hamzat Boukari, qui est un historien spécialiste du panafricanisme, ainsi qu'avec Samba Bourimboup, qui est docteur en sciences humaines, et eux parleront de cette funeste conférence de Berlin en 1885, qui, pour mémoire, pour mémoire, façonne la partition de l'Afrique oui. pour les nécessités de domination coloniale européenne. Des pays européens qui s'approprient par cet accord. Oui. C'est un très beau programme et j'invite nos téléspectateurs et nos auditeurs à se rapprocher donc de Cinestar et de tous ces liens qui vont être diffusés, de toutes ces conférences qui seront données, parce que ce Black Story Month, c'est l'occasion pour les Guadeloupéens de connaître un petit peu davantage sur leur histoire. Vous le savez sûrement, Cathy, pendant longtemps, on a enseigné aux Guadeloupéens que nos ancêtres étaient des Gaulois. Je ressemble à un Gaulois, sans doute. Mais oui. Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se demander si on ne nous enseigne pas la même chose. Autrement. Quand on sait que les cours sur l'histoire de l'esclavage, il n'y a que 2 cours au niveau du collège. Oui, tout à fait. Et ça s'arrête là. 2 cours. Oui, on ne va pas très loin dans l'histoire, non, c'est vrai. Et c'est une volonté de l'éducation nationale française de ne pas donner aux enseignants la possibilité de pouvoir aller contrefondre, y compris en France d'ailleurs. Y compris en France, et on comprend alors pourquoi les formes de racisme perdurent, parce que quelquefois, il faut le dire aussi, que beaucoup de Français de France, ceux que j'appelle les franco-français, ne savent pas réellement l'histoire coloniale de la France. Ils ne connaissent pas. Tout à fait. C'est le bicentenaire de Napoléon, mais pour beaucoup de Français, Napoléon, c'est le grand empereur, etc. On ignore qu'ici, c'est lui qui a été, en 1802, le maître, vraiment le maître, pour le rétablissement de l'esclavage dans nos pays. Tout à fait, tout à fait. Donc là, à l'écran, nous avons des caricatures et des images que j'inclus dans l'article dont je parlais tout à l'heure.
D'accord. Voilà. Donc, bon, je vais peut-être pas trop m'éterniser là-dessus pour qu'on puisse plus parler de Romnesi, mais quand même, en 2 mots, je parlerai. Donc, même dans les bonnes intentions des franco-français, qui sera de dénoncer voilà, le racisme anti-noir, exemple, regroupement familial en Méditerranée, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les Noirs ne sont pas caricaturés à partir de leur phénotype. Bon, la caricature est une déformation physique, mais on caricature à partir du phénotype. Là, ils sont toujours caricaturés à partir des stéréotypes coloniaux. C'est l'esprit Yabon Banania qui perdure. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Alors, 2 petits mots quand même sur Romnesi. C'est important, ce concept que vous avez créé. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Cathy, de quoi il s'agit? Alors, c'est Kanyana Mutombo, qui est un Congolais politologue qui a fait une partie de sa carrière à l'UNESCO, où il était directeur du programme mondial de lutte contre le racisme anti-noir. Qui a fondé et qui dirige l'Université populaire africaine de Suisse. Il a donc créé le projet concept européen intitulé Route, au pluriel, Route européenne de la mémoire noire. À partir de là, j'ai travaillé sur la déclinaison française qui tient compte des contingences et sur détermination sociale de la France. Tout à fait. Voilà. Donc, je l'ai baptisé Romnesi. Romnesi, pourquoi? Nous avons les 4 premières lettres, route européenne, mémoire noire. D'accord. Route européenne, mémoire noire. D'accord. Noire. L'amnésie en psychologie signifie la mémoire, d'où le terme amnésie, perte de la mémoire. Perte de la mémoire, d'accord. Romnesi se veut être plus qu'un renouvellement de la mémoire noire, un travail de réinitialisation de la mémoire noire. D'accord. Parce que ça nous dit que tout est à déconstruire et tout est à réinitialiser pour lutter, comme je l'expliquais tout à l'heure, contre la colonialité et ces fameuses formes coloniales quasi naturalisées. D'accord. Okay. Voilà, alors Romnesi, section France continentale et France ultramarine. Pourquoi? Parce que nous sommes face à 2 entités géopolitiques différentes et ce n'est pas la départementalisation qui a su fondre ces 2 entités, eu égard les inégalités territoriales et les inégalités humaines que nous vivons encore. Voilà. Donc il m'a paru important de vraiment distinguer France continentale et France ultramarine. Alors, je pose quand même la question, le terme ultramarine correspond à notre réalité? Parce que c'est un terme qu'on dit ici qui est un peu colonial, ultramarine. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Mais voilà, là, il y a un travail Parce que énorme. je ne me considère pas comme un ultramarin, comme je suis guadeloupéen, c'est tout. Mais c'est ça. Oui. Il y a un travail énorme à mener sur la sémantique. Oui, sur la sémantique. Voilà. Bon, quand vous voyez qu'encore le terme métropole... Ah non, c'est un terme je l'ai utilisé pendant des années. C'est un terme qui est prescrit, dans mon émission en tout cas, c'est un terme qu'on a prescrit et qu'on n'utilise pas. Il n'y a pas de métropole, je ne suis pas un indigène, moi. Voilà. Ouais. Donc on parle de France continentale. Voilà, ouais. Un Français, c'est un Français, il n'est pas un métropolitain, il est un Français, point. Très.
un Guadeloupéen, il n'est pas un indigène dans son propre pays. Bon, c'est vrai que le vocabulaire nous a desservi aussi. De même que vous disiez sur le terme noir, il y a toute une sémantique, un travail sémantique à faire, sémiologique même à faire. Ben, sur les termes utilisés, département français, région française, région. Alors, non, c'est aller plus loin. Nous sommes une région ultra-périphérique de l'Europe. Ultra-périphérique, oui, il faut le faire. Il faut le faire. Donc, toute cette terminologie coloniale, il faudra probablement qu'on arrive à l'effacer. Mais le problème, c'est que dans certaines écoles, dans certaines universités, on continue à utiliser cette terminologie. Et donc les étudiants et même les journalistes reproduisent ce lexique colonial sans même, j'ai envie de dire, sans s'en rendre compte, à l'insu de leur plein gré. Mais bien évidemment. Oui. C'est bien triste, mais enfin bon, il y a des gens comme vous ou d'autres qui commencent à détricoter ce lexique et à expliquer aux gens que la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, point très. Voilà, c'est bien pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un travail de réinitialisation. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce qu'il faut tout reprendre. Il faut tout reprendre. Jusqu'au vocabulaire. Jusqu'au vocabulaire, aux terminologies. Puisque c'est bien connu, les mots font les choses. Absolument. C'est le philosophe Pierre Rivière qui l'a dit, c'est pas de moi. Oui, c'est vrai. En tout cas, ce Black Story Month sera c'est un moment important sous les cycles du marronnage et des réparations, parce qu'il y a aussi la question des réparations. On n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, vous reviendrez probablement pour qu'on en parle. Voilà. Mais la question des réparations se pose toujours. Tout à fait. Toutes les îles anglaises de la Caraïbe ont mis en place un processus, un programme sur les réparations, et y compris l'Angleterre. Certains pays commencent à être sensibilisés à ces questions. C'est la grosse fermeture en France, par contre. Mais complètement. mais complètement. Voilà, à titre d'exemple, le sociologue Éric Fassin, que je recommande, qui fait un travail absolument remarquable sur la notion de race, et puis notamment le racisme anti-noir. La première fois donc il était consultant sur l'émission d'Arte 28 minutes animée par Elisabeth Quint. La première, Oui, Elisabeth Quint. Oui. La première fois qu'il a parlé de réparation de l'esclavage, elle l'a fusillé du regard et on ne l'a plus revu. Oui. Malheureusement. On ne l'a plus revu. Oui, non, mais c'est bien. Oui, il y a un grand travail à faire. Il y a beaucoup de choses encore à dire. Voilà. Alors bon, là, évidemment, Romnézy se trouve aussi en juin à lutter contre les politiques d'assimilation sociale qui restent très vives en France et qui provoquent ce que les anglophones appellent le color blindness, l'effacement des Noirs. Oui, la visibilité dans nos populations. Voilà, écoutez, Cathy, il est pratiquement l'heure ce premier rendez-vous, ce ne sera pas le dernier. C'est pas le dernier. Oui, 12h53, on aura l'occasion de vous recevoir ici et je vous promets qu'on parlera des réparations parce que c'est une question qui est d'actualité chez nous, puisqu'il y a le procès du Mire en Martinique avec tous ces rebondissements. Donc on vous fera revenir, on pourra en parler. Très bien, avec plaisir. Je vous remercie d'être venu pour ce premier entretien. À bientôt. À très bientôt. Voilà, 12h53 minutes. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des événements dans le ZCL News. À tout à l'heure. Voilà, exactement 13h01 dans le ZCL News. On est content de recevoir sur le plateau Odjak Bliando. Bonjour. Bonjour. Et Herman Moundou pour parler de la CAF et surtout des questions très pratiques qui vous concernent. On va aussi recevoir dans un instant, on l'espère, en tout cas Jimmy Bibouaxi, Papet Chimin, mais pour l'instant on a Laetitia et Céline. Bonjour. Bonjour. Et la directrice du MAC, comment elle s'appelle cette dame? Lorella. Bonjour. Bonjour Lorella, voilà. Mais avant de retrouver tous ces gens, on va d'abord faire un petit tour dans l'actualité, puisque vous savez que la question du chlordécone et du procès, le gouvernement français essaie d'effacer sa responsabilité en faisant jouer une prescription, une pseudo-prescription, et sur ça, la plupart des organisations syndicales et politiques ne sont pas d'accord. Je sais qu'en Martinique, déjà, 28 organisations se sont rassemblées et devraient faire une manifestation, organiser une manifestation, qu'elles essaient de coordonner avec les Guadeloupéens. Interview de Jean-Marie Omertin de la CGTG, interview recueillie par Michel de Papon. Regarde.
Nous recevons en mépris, mais en mépris au niveau tel que nous pas déjà que recevoir de la part des juges qui viennent soi-disant pour auditionner nous, mais c'est plutôt le contraire qui fait. Donc le 21 janvier, il dit nous avons vers un non-lieu, donc il y a une prescription assis en empoisonnement chlordécone, en crime contre l'humanité. Nous ne pouvons pas accepter ça alors que moun ka mort pas créé en Guadeloupe. Par rapport à ça, nous faisons conférence de presse là. C'est pour déjà avertir tout le monde, mais surtout pour que nous commencions à rassembler nous, pour que nous, qui en Guadeloupe et en Martinique, que nous fassions tête collée pour que le dossier à chlordécone, eh bien, pas tiré sur le plan judiciaire, mais aussi que nous mobilisons un rapport de force pour que nous obtenions réparation à tous les niveaux, dépollution des sols et bien entendu indemnisation à les concernés. Mais c'est comme ça et en termes là, ça, nous avons posé problème là aujourd'hui. Nous voulons que c'est là qui fait produire la rentrée, les gros familles béquées qui bénéficient, qui profitent au maximum des importations à produits là ça en Guadeloupe, qu'ils payé. Il faut tout payer parce qu'il est hors de question qu'un step malheureux qui pas ni pour planter, encore moins utiliser en grain chlordécone, alors qu'il a pris tous les jours de l'eau là, il a pris dans ça, il a mangé, il a consommé en termes de racines, qu'il a payé pour des gens qui empoisonnent nous. Voilà, ensuite, il passe fin de cette mobilisation dans les jours qui viennent. Autre problème, c'est un conflit de propriété. Là encore, on touche au domaine colonial, puisque depuis très longtemps, c'est que les terres guadeloupéennes, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, ont été données, on peut le dire, aux colons. Et aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a un mouvement depuis quelques années pour essayer de restituer ce qui appartenait aux travailleurs guadeloupéens. Alors, selon un communiqué sorti par, je vais vous dire le nom de l'organisation, le collectif de défense mobile exactement. Grâce à ces interventions, dit ce communiqué, la Guadeloupe en sa globalité a conservé une majorité de son patrimoine agricole. La Martinique, malheureusement à l'inverse, ne peut pas dire autant, car à ce jour, plus de 90% de son patrimoine foncier est aux mains d'une catégorie de béquets aussi présents chez nous et avide de foncier. Il y a eu donc une conférence de presse sur ce conflit de propriété à Sainte-Rose, reportage Michel Depape, on regarde. Jodla nous décidé, après pratiquement plus de 7 ans d'attente, à accompagner la population bis, les mondes bis qui arrêtaient sur des terrains depuis un certain nombre de temps, qui payaient la totalité pour certains des ça yo demandé par délibération au conseil municipal là où ils fixent à 15 € le prix du mètre carré. Et Jodla, nous avons constaté que nous avons un état de fait qui a fait que madame là les mecs a refusé de signer titre de propriété à ces monde-là ça. Jodla nous pas comprendre ça qui a passé et d'autant plus au lieu que nous recevons titre en nous, Jodla nous avons apprendre que nous avons volonté à l'État et la commune de vendre patrimoine foncier à la ville de Sainte-Rose pour des opérateurs privés. Ça veut dire que nous avons pas de droit de privilège en nous, nous avons pas de véritablement case en nous parce que il y a dire comme ça dans la loi française, le foncier prévaut sur le bâti et par conséquent nous pas savoir à qui sauce que y a manger nous. Nous déterminer, nous venons Jodla, nous avons courrier qui ne pas répondre et nous savons que Kevin dit encore qu'il a pris un otage, il a empêché le travail, mais là nous avons dit que nous déterminés, là nous marcher, nous payons attendre 6 ans encore et vaille que vaille, nous que demander, nous que exiger et nous que ni titre de propriété nous et qui fait ça il veut mais qui signer nous. Aujourd'hui là plus que jamais, moi envie de chercher titre de propriété en moi. Titre de propriété là pas d'avoir un certain nombre d'années que ça a duré, que nous avons payé tel là avec des échéanciers, qu'on est là nous fin payer terrain là parcelle en nous. Et nous avons demandé à ce que nous ni titre de propriété en nous parce que c'était ça a été prévu. Nous tenions un premier comité que nous avons fonctionné avec ancien maire. Il dit nous qu'on s'alloue nous que fin payer terrain en nous, nous pas ni pour l'argent que nous avons encore à partir du moment que nous fin payer terrain là. Jodi là nous fin payer terrain là, nous avons que nous ni on frais de publication à payer et qui exorbitant à part des impôts que nous avons payé sur le foncier et sur les taxes d'habitation, moi on a trouvé que jodi là nous ni marre, c'est pour ça que nous venons en délégation pour nous passer ça avec qui a passé parce que dossier là ça il faut à don tiroir. Chaque monde qui allait, il a dit un bitin différent. Alors si c'est en condition pour nous passer nous événement là, qui il prend condition là clair et net et signer papier. C'est ça nous besoin.
Voilà, 13h07, on aura l'occasion probablement de revenir sur cette affaire. Alors, c'est l'heure de la CAF. La CAF azote pratiquement chaque mardi, expliquer aux Guadeloupéens surtout l'aide au logement et tout ce que ça implique aujourd'hui, puisqu'il y a eu des modifications. On a reçu le directeur de la CAF la semaine dernière qui a apporté des indications. La semaine dernière, Herman Goudou était déjà là avec quelques modifications, mais d'autres bitins encore à connaître. Et cette fois-ci, il est bien accompagné de Aude Jacquet Bigandou. Générique, c'est parti. Vous êtes propriétaire, vous louez un ou plusieurs logements, vous devez effectuer dès maintenant la télédéclaration des loyers de vos locataires. De quoi s'agit-il? Une formalité très simple qui nous permet de calculer les droits à l'aide au logement. Dans un instant. Alors, on va quand même commencer. Alors, depuis l'aide au logement et sa reformulation, il y a eu, Herman, beaucoup de changements. En quoi les propriétaires sont concernés aujourd'hui? Puisqu'on a parlé l'autre fois des allocataires, mais cette fois-ci, on parle des propriétaires. Oui, effectivement, Danick. Donc, on a beaucoup parlé des allocataires jusqu'à maintenant, mais il faut s'intéresser aussi à la situation des propriétaires. Alors, un petit rappel pour que tout le monde puisse être au même niveau d'information sur l'aide au logement. Donc, il y a quand même 3 grands changements à retenir. Donc, déjà une aide qui est versée au plus près de la situation donc des usagers, puisque jusqu'à maintenant on prenait comme référence les ressources d'il y a 2 ans. Maintenant on sera sur les 12 derniers mois. Le deuxième principe, c'est effectivement une aide qui évolue tous les 3 mois. Donc le côté avantageux, c'est que pendant les 3 mois qui suivent, on sait exactement quel montant on va percevoir. Par contre, il y a un nouveau calcul qui est effectué donc par trimestre. Et puis la dernière chose à retenir, c'est l'acquisition de certains montants directement auprès des organismes qui les déclarent. Donc par exemple Pôle emploi ou les employeurs pour les personnes qui sont salariées. Donc voilà un petit peu ce qu'il faut retenir de cette réforme. Et bien entendu, elle concerne les locataires, puisque le montant de l'aide au logement est susceptible d'évoluer tous les 3 mois. Absolument. Mais c'est aussi une réforme qui est importante pour les propriétaires, puisqu'ils devront être vigilants sur le montant de l'aide qui sera versée chaque mois pour pouvoir ajuster le différentiel que le locataire doit payer pour faire donc le montant total du loyer. Parfait. Alors ça veut dire que ça peut arriver que si l'aide a augmenté chez le locataire, si le propriétaire n'est pas veillatif comme on dit, il risque d'être un petit peu blasé. Ok. Alors il y a une autre disposition, c'est le tiers payant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour le propriétaire? Le tiers payant, c'est très simple, c'est une modalité en fait. C'est une modalité de versement de la location logement directement sur le compte du propriétaire au lieu qu'elle soit versée au locataire. Donc, on va essayer de prendre un exemple concret. On imagine un loyer qui soit à un montant de 600 €. Donc, avec une aide au logement de 250 €, donc, qui va être donc pour janvier, février et mars 2021. Donc, ce qu'on appelle la part restante, c'est-à-dire le montant que le locataire doit verser à son propriétaire bailleur, donc c'est la différence entre les deux, donc 600 moins 250, donc 350 €. Donc, si l'aide au logement augmente, eh bien forcément, le propriétaire va recevoir un montant un petit peu inférieur de la part de son locataire. Et inversement. Alors, comment le propriétaire peut-il connaître le montant versé à la CAF? Alors, tout simplement, il faut savoir que depuis 2 ans, la CAF a mis en place un téléservice pour les propriétaires. C'est l'offre bailleur. Cette offre est présente sur le caf.fr. Nos propriétaires ont la possibilité d'y avoir accès à partir d'un identifiant, d'un mot de passe, pour connaître les montants versés régulièrement à leurs locataires. Donc ce téléservice est très intéressant pour nos bailleurs. Il permet de déclarer le montant du loyer du mois de juillet, et j'insiste par rapport à cette action, puisqu'en fait il s'agit vraiment d'une campagne qui est mise en place annuellement pour les bailleurs et pour nos locataires. Donc les bailleurs ont à déclarer le montant du loyer du mois de juillet pour que nos locataires, leurs locataires puissent bénéficier de l'aide au logement à partir de janvier. Donc action très importante qu'ils peuvent mettre en place depuis l'offre bailleur. Autre action
l'action que le bailleur peut faire sur ce téléservice, en fait, c'est consulter la liste de ses locataires et les montants qui leur sont régulièrement versés. Le bailleur peut consulter également le détail des paiements, signaler au départ également le déménagement de son locataire, modifier le nombre de colocataires si le logement est en colocation, et enfin, il peut également nous informer sur la fin de gestion de ce logement. Alors, qu'est-ce qu'une fin de gestion? Tu me diras, Danick. Oui, justement, j'avais posé la question, mais enfin, si tu la poses, c'est bien. Oui. Alors, la fin de gestion, tout simplement, le propriétaire décide de ne plus s'occuper du bien. Il veut confier son bien à un de ses enfants, à son épouse, à son compagnon ou à une tierce personne. Donc, il nous signale la fin de gestion de sa part pour laisser place à un tiers pour pouvoir gérer le bien qui est loué. D'accord. Enfin, action très importante que le bailleur également peut faire sous l'offre bailleur, c'est de nous signaler tout type d'impayés. Alors justement, la question des impayés aussi existe souvent. Le locataire reçoit l'aide de la CAF, mais il va payer. Alors, qu'est-ce qu'on a payé le loyer? Alors, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler, ça, même si c'est une évidence, pour une allocation logement, il faut payer le loyer. Puisque bon, voilà. Donc, il arrive un moment où parfois le locataire ne paie pas son loyer et donc on passe et il reçoit l'aide. Alors, il reçoit l'aide jusqu'à un certain point quand même. Tant que le locataire n'a pas signalé à la CAF. Voilà, alors on va essayer de bien expliquer tout ça. Donc déjà, c'est quoi un impayé de loyer? À la CAF, un impayé de loyer, c'est 2 fois le montant du loyer hors charge. Donc là aussi, je vais prendre un exemple pour que ça soit plus simple. Tout à l'heure, on a pris l'exemple d'un loyer à 600 €. Je vais rester sur le même exemple. Le locataire paie un loyer de 600 €. On va considérer que l'impayé commence à partir de 1 200 €. Donc 2 fois le montant du loyer. D'accord, 2 mois quoi. Alors, ce ne sera pas forcément 2 mois. C'est là que ça commence à se compliquer un petit peu, puisqu'en fait, s'il reçoit de l'aide au logement, par exemple 250 €, il ne paye que 350 € à son propriétaire. Donc il faut regarder le nombre de mois que les 350 € vont s'accumuler pour dépasser 1 200 €. Et donc en l'occurrence, ça va être 4 mois pour l'exemple qu'on a pris. Donc c'est au bout effectivement de 2 mois correspondant donc au montant du loyer d'impayé que le propriétaire va nous dire: mon locataire ne paie pas son loyer. Et la CAF va donc considérer à ce moment qu'il y a un payé de loyer. Mais il va de soi que pour le propriétaire, dès le premier mois, il considère que son locataire est payé. C'est ça, justement. Voilà. Donc il faut bien distinguer. Et quelle est l'action de la CAF à ce moment-là? Alors, une fois qu'on va avoir le signalement d'un payé de loyer, on va essayer de proposer une médiation. Donc on va envoyer un courrier au locataire en lui disant: voilà, vous n'êtes pas à jour de vos loyers. Essayez de trouver une solution avec votre propriétaire, signer un échéancier pour vous engager à rembourser les loyers que vous devez, plus payer les loyers à venir. Ah oui, ça, il faut bien avoir ça en tête. Et si effectivement on constate on n'a pas de retour d'échéancier ou alors l'échéancier n'est pas respecté, ben là effectivement on est obligé de suspendre les paiements d'aide au logement. On va regarder un petit peu cette vidéo. Yann, on regarde cette vidéo justement qu'on a passée un petit peu prématurément qui explique un petit peu ce processus. Vous êtes propriétaire, vous louez un ou plusieurs logements, vous devez effectuer dès maintenant la télédéclaration des loyers de vos locataires. De quoi s'agit-il? Une formalité très simple qui nous permet de calculer les droits à l'aide au logement de vos locataires à compter du mois de janvier. Comment s'y prendre? Vous vous connectez sur votre site internet caf.fr, vous choisissez la rubrique Partenaires, puis vous allez dans votre espace sécurisé en choisissant l'option Mon compte. Vous allez ensuite inscrire votre numéro identifiant, à ne pas confondre avec votre numéro utilisateur, puis votre mot de passe personnalisé. Vous pourrez ainsi nous faire part du montant du loyer du mois de juillet de tous vos locataires. Si vous rencontrez une difficulté, c'est très simple. Vous choisissez l'option Problème de connexion et vous y trouverez la réponse. Vous l'avez compris, la télédéclaration des loyers, c'est maintenant sur votre site caf.fr. Alors, hormis les bailleurs sociaux qui, eux, ont un autre système pour nous
faire parvenir les éléments, tous les bailleurs sont concernés, qu'ils soient particuliers ou entreprises. En effet, en Guadeloupe, nous avons à peu près 13 228 bailleurs connus au fichier de la CAF Guadeloupe. Ils sont tous concernés par cette offre. D'accord. Et pourquoi il faut utiliser cette offre? Alors tout simplement parce que c'est une offre qui est facile d'utilisation, qui est simple, qui a un accès sécurisé, donc nous garantissons la confidentialité des données transmises par les bailleurs et aussi un traitement rapide des informations transmises. D'accord. Et nous aussi, un propriétaire qui le logement n'a pas accès à ce service, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, le service of buyer, on ne peut donner l'accès qu'aux propriétaires qui nous ont transmis leurs coordonnées. Donc, c'est déjà la première chose, parce que comme c'est un accès sécurisé sur Internet, donc il fonctionne principalement avec l'adresse mail. Oui. Donc, si je suis propriétaire, je souhaite louer mon logement et mon locataire formule une demande à la CAF, puisqu'il faut quand même rappeler que ne sont inscrits dans l'off buyer que les propriétaires dont les locataires ont formulé une demande à la CAF. Il me suffit de transmettre mes coordonnées, donc mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Alors après, on a un service spécifique qui va se charger d'avoir toutes les informations auprès du bailleur. Et donc, on va pouvoir inscrire donc, le propriétaire dans cet espace sécurisé. Oui. Et il pourra donc bénéficier de tous les services qu'on a énumérés tout à l'heure. D'accord. Donc, en résumé, www.caf.fr. Il suffit de savoir le faire. Absolument. Donc, CAF.fr. Alors, on a mis en place quand même cette année 2 numéros de téléphone spécifiques pour les propriétaires. Donc, c'est pour les accompagner dans leur démarche numérique. Oui. Donc, c'est le 06 90 90 04 74 oui. Et le 06 90 90 03 13. C'est bien noté. Merci Aude. Ça va? Ça va très bien. Merci. À bientôt. Et donc on va passer un petit moment sur l'actualité. On va revenir à l'actualité avant de recevoir nos prochains invités. Et là, on va partir justement avant de parler d'alimentation, puisqu'on va saluer notre ami Bibois. Bonjour. Bonjour. Mangela Tekabouilé. Presque. D'accord, on va le recevoir tout à l'heure. Jimmy Bibois, Coupe de France du potager dans le scolaire. Reportage Charlie Dagonia, on regarde. Le projet qui a été présenté par les élèves du lycée agricole est un projet finalement novateur pour nous, puisque qu'au regard des conséquences du confinement où on a vu le développement de l'agriculture, il était important pour nous de sensibiliser les élèves sur les différentes étapes, par exemple de la croissance d'une plante, découvrir les animaux de la ferme, les fruits locaux que parfois ils ne connaissent pas, et en plus au regard des programmes de l'école qui impliquent davantage de mener les enfants vers une démarche de développement durable, le projet était le bienvenu au sein de notre école. Ce projet-là va nous servir à préparer un concours national qui aura lieu au mois de juin, d'où l'école de Christian Robert de Brajan est la seule école qui participe à ce concours. Donc nous, ça nous a fait plaisir de participer, de faire la préparation et de participer à ce concours avec la classe de CM2, car ça nous permet de leur apporter notre savoir et de mettre en pratique ce qu'on a appris. Et si on peut les faire gagner aussi, ça va nous faire plaisir. Donc aujourd'hui, cette journée-là a permis de faire la préparation, de les sensibiliser, leur faire découvrir. Et le 22 février, qui est le deuxième jour de notre projet, qui va permettre aux élèves de mettre en pratique ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, j'ai vu des poulets qui pondent, et des cabris, et des lapins, et des cochons. Et toi? Moi aujourd'hui j'ai vu des cabris, j'ai planté des choses, on a fait de la dégustation et j'ai vu des cochons. C'est un projet qui au départ devait juste sensibiliser les élèves et aujourd'hui on va aller encore plus loin puisque l'une de nos classes travaille sur la permaculture, donc les plantes médicinales et donc sensibilise aussi au niveau des plantes que nous avons au niveau du terroir pour permettre de se soigner. Et au-delà, la classe de CM2 va s'inscrire à la Coupe de France du potager, qui est un concours national au cours duquel les enfants auront à créer leur potager à l'école. Et d'ailleurs, on a un agriculteur que je salue, monsieur Vangadassami, qui nous met à disposition une parcelle de terrain justement pour nous permettre de réaliser ce jardin potager à plus grande échelle. Et si les élèves remportent l'un des 9 prix attribués, alors ils partiront en métropole pour représenter l'école, la Guadeloupe, l'agriculture dans son ensemble, afin de permettre de passer en tout cas sur l'émission La Coupe de France du potager. Ils auront
auront un direct sur une chaîne nationale à 13h. Ils auront l'occasion de visiter également une ferme. Et pour nous, le tremplin est trop beau pour ne pas permettre à nos enfants d'être valorisés. Voilà, en tout cas, c'est une bonne initiative pour permettre aux enfants de connaître la réalité agricole et réelle de notre pays. On prend la deuxième pause publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour recevoir Jimmy Bibrac, Madame Lorilla Vincent et aussi, que je me rappelle du prénom, Laetitia ici. Voilà, à tout à l'heure. On va parler du jardin à l'acte, c'est ça? Voilà. On va nous expliquer ce que c'est. À tout de suite. Voilà, il est 13h30, il nous reste 30 minutes pour tout dire. On reçoit donc, je l'ai dit, Jimmy Bibrac, bonjour. Bonjour, bonjour. Laetitia Céline, bonjour. Responsable de la boutique du MAC et la directrice du MAC, bonjour. Lorilla. Dans un instant, on va recevoir Elimina Dimar pour abaisser les entreprises. Quelles sont les charges réellement déductibles? Ah, ça existe. Quelles sont celles qui ne le sont pas? Oui. Et on va recevoir aussi Madame Gersiane Blondo-Galas en parler du forum des étudiants qui aura lieu cette année dans les nuages. Dans les nuages, exactement. Ça vous dit dans les nuages. Alors, on commence par le MAC et donc la boutique du MAC, c'est quoi exactement? Je ne connais pas. Alors, je commence et puis je passerai la parole à Laetitia Esselin. Oui. Alors, le MAC fait sa mue, le MAC se transforme. Depuis un an, on est devenu établissement public et on continue. Le MAC sort de sa chrysalide et donc il y avait déjà une boutique au MAC. Et on a décidé d'intégrer cette boutique au projet scientifique et culturel qu'on allait développer. Oui. Et donc la boutique, ça va être l'endroit où on va aussi célébrer des artisans créateurs. Donc ça va être un prolongement de nos projets, un prolongement de l'exposition permanente, des thématiques qu'on développe dans l'exposition permanente, mais aussi des programmes qu'on développe. Il n'y a rien à acheter. Ah mais oui, il va y avoir des choses à acheter parce que justement, on va tourner la boutique vers les créateurs de Guadeloupe et de la Caraïbe dans tous les domaines. Et on inaugure ce nouveau tournant de la boutique avec Jimmy Bibrac. D'accord. Alors, avant de passer la parole à Laetitia, Jimmy, vous avez eu le Grand Prix de qui était encore? Aïe, aïe, aïe. Donc, alors, j'ai participé au grand concours des régions, donc organisé par France 3 et France TV, voilà, que j'ai gagné haut la main, comme tous les. C'était quoi la recette? Donc, il faut nous dire. Qu'est-ce que tu leur as fait goûter là-bas? J'ai été pour présenter le migan de fruits tapins. Donc ça a bien plu aux gens de l'Hexagone. Le jury a été conquis. On a aussi donc alors j'aime bien préciser donc migan de fruits à pain revisité. Donc je l'appelle inspiration migan, hein, d'accord. Donc je me suis inspiré du migan du côté mélangé pour pouvoir sortir un plat pour moi qui avait une identité puisque je représentais les régions et les départements d'outre-mer et j'ai choisi en fait l'arbre à pain parce qu'en fait dans toutes les régions et les départements d'outre-mer. Parce que ton micro, oui. Voilà. Donc toutes les régions et départements d'outre-mer sont concernés par le fruit à pain parce que c'est quelque chose qui est historique, qui a vraiment une histoire et aussi on a présenté le tourment d'amour. Donc bien sûr, quand je dis tourment d'amour, j'appelle ça amour tourmenté pour ne pas voler la vedette à la personne qui a créé la base du tourment d'amour. Donc c'est vraiment cette idée de revaloriser les produits du terroir et le montrer au monde entier et à toute la France. Quand tu es arrivé là-bas, ils ne connaissaient pas le fruit à pain Donc très peu de gens connaissent le fruit à pain parce que c'est vrai que c'est un arbre très très peu connu dans l'Hexagone, plus en Afrique et dans l'océan Indien, on le connaît très très bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit mettre à disposition des gens et bien sûr le fruit à pain, mais aussi la manipulation, comment le conserver et tout ça. Et ce jour-là, au Memorial Act, on donne rendez-vous à toute la population. Tout âge confondu, toute classe sociale confondue, parce que ça concerne tout le monde, l'alimentation. Alors justement, on revient vers Laetitia. Alors comment ça va s'organiser ce jour-là, vendredi prochain, c'est vendredi 5? Oui, donc vendredi à partir de 19h, donc les visiteurs et la clientèle pourront venir découvrir la nouvelle boutique éphémère. Oui, éphémère.
Elle disparaît tout de suite après? Non, parce qu'avec la nouvelle direction, elle a décidé de mettre l'avant sur l'artisanat local et les créateurs. Et on avait déjà ce projet depuis 2019. Donc là, ça va se mettre en place et on commence avec notre ami Jimmy Bibrac qui nous fait l'honneur de participer sur ce projet. Et du coup, à partir de 19h, donc les clients pourront venir. Il y aura des formules à partir de 10 € jusqu'à formule dégustation. Oui. C'est en solde là. Il faut que ce soit accessible à la population locale pour déjà qu'ils puissent découvrir. Parce que beaucoup de personnes pensent que justement il n'est pas accessible. Voilà. Non, mais il est accessible. Son restaurant, il y a 2 pages. Je peux dire qu'il est accessible. Hein. Jimmy, quel va être le menu alors vendredi? Le menu, ce sera migan, bien sûr. Hein, migan. Revisiter. Oui, toujours dans mon esprit, hein, parce que c'est vrai que j'ai cette volonté de vouloir faire avancer notre terroir et notre culture et de la refaire découvrir aussi les légumes, et ça passe par aussi souvent du design, du visuel et la revisite de certains mets et de certains plats. Un dernier mot, Madame Resson. Ça veut dire que désormais, régulièrement, il y aura dans cette boutique des approches de ce type-là? Exactement. Alors, vraiment, on célèbre le patrimoine culinaire. On a retrouvé un texte du XVIIe siècle, 1645, qui parle déjà du migan. Colonial, ça. Ah bah oui, mais le migan existait déjà en tout cas. Il existait déjà. Voilà, on sait que le fouille à pain, comme l'a dit Jimmy, c'est les naufragés de la Bounty, cette histoire très connue, qui l'ont ramené du Pacifique jusque dans nos terres. Donc on est vraiment sur des questions très patrimoniales et très historiques. Et l'idée pour nous, c'est qu'on va retrouver, on a cet événement avec Jimmy, et puis on va retrouver les produits de Jimmy Bibrac dans la boutique. Ça c'est la nouveauté. À partir de vendredi. Et donc vous allez pouvoir continuer à venir acheter. On vous fait la surprise de ce que vous allez pouvoir trouver dans la boutique. Et régulièrement, on va mettre l'accent comme ça sur un artisan créateur, qu'il soit chef, qu'il soit dans les textiles, dans les bijoux, dans le mobilier. C'est le travail que l'équipe de la boutique va développer avec aussi, en travaillant aussi avec des experts pour les aider à monter ce projet-là. Jimmy, une question, Jimmy. On m'a posé la question, je me suis dit que j'allais te la poser. Est-ce qu'on peut faire de la confiture de fruits à pain? Bien sûr, on peut faire de la confiture de fruits à pain. Il y a 500 recettes de fruits à pain. Wow. Donc ça veut dire que même si tu as fait une par jour, tu as un an et demi pour une année, Bon, alors on prend rendez-vous donc à la boutique vendredi à partir de 19h. À partir de 19h. On vient avec son tupperware? Non, pas nécessaire. Tout sera fourni. C'est Vérine, Ah d'accord, bon, j'ai rien dit. Bien, merci en tout cas d'être venu nous dire ça. Et Jimmy, bravo. Et d'ailleurs, je signale que Jimmy a eu un prix récemment au MEDEF. Oui, tout à fait. Oui. Il était accompagné nous a valorisé, ainsi que Fabien Youyou. On a eu la qualité aussi de ses productions. Ça prouve bien que la Guadeloupe nous nous a fait des bons butins. Excellence. On va applaudir Jimmy sur le plateau. Oui, on peut l'applaudir, on mérite ça. On mérite ça, vraiment, honneur à notre pays, à des gens comme Jimmy, comme Fabienne, tous ces gens-là, on est heureux de savoir que c'est des Guadeloupéens. C'est pas du chauvinisme, mais c'est normal. C'est ça. Tout le monde qui a fait des bons butins au pays là, il faut saluer ça. Voilà, on va voir des choses un petit peu moins réjouissantes, puisque c'est la chronique à baisser les entreprises. C'est parti pour le générique, avec une musique. Alors habituellement, Emeline vient nous parler de charges fiscales, d'impôts, que des choses désagréables. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, mesdames, chut, vous êtes en direct. Aujourd'hui, exceptionnellement, il y a des charges réellement déductibles, c'est ça? Bonjour Danick déjà, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous. C'est vrai que moi j'aurais une chronique un peu moins digeste. Oui. Il va falloir parler de bons repas. Oui. Mais oui, il existe vraiment des charges réellement déductibles et je pense qu'en fait, ça va être
intéressant, on va pouvoir jouer un petit jeu d'Annick. Alors, j'ai plus orienté charge déductible, charge non déductible. D'accord. Pas du tout en fait. C'est vrai qu'on se pose souvent ces questions. Mais alors, tu vois, je vais commencer peut-être par une première charge à laquelle on pourrait penser, c'est le loyer. Alors, quelqu'un exerce son activité professionnelle chez lui. À ton avis, est-ce que le loyer est déductible? Si oui, dans quelle mesure? Alors, il paraît que ce n'est pas déductible. Il paraît, c'est sûr que j'ai posé la question, on m'a dit non, c'est pas déductible. Mais non, mais si. Alors, si c'est déductible. Tu peux déduire en fait le loyer à hauteur de la quote-part qui est utilisée pour l'espace professionnel. Donc, c'est-à-dire il faut mesurer son bureau, quoi, en fait. Mesurer ton bureau, l'espace en fait qui est dédié. Donc, tu peux déduire le loyer, les quotes-parts d'électricité, d'eau, Internet, téléphone. Donc c'est vrai qu'il y a quand même certaines quel pourcentage à peu près? Alors c'est-à-dire que si tu as une maison, allez, je sais pas moi, de 100 mètres carrés et que tu as 50 mètres carrés qui est utilisé pour ça, tu déduis, c'est jusqu'à 50% des charges. Oui, mais si je ne loue pas, la maison m'appartient. Non, mais même si la maison t'appartient, tu mets en place un contrat de location avec ta société et tu peux déduire effectivement 50% de ces quotes-parts de charges. Tu vois, ça reste quand même une bonne nouvelle. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, ça. Ah non, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est rare quand tu amènes de bonnes nouvelles. Alors, la suite. Alors, ma question, concernant les frais de repas, à ton avis aussi, comment ça se passe concrètement? Alors, les frais de repas, je sais qu'on a droit, je crois que c'était quoi, un repas de 2 €, c'est ça? Mais non, quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a des seuils qui sont variables. Il y a des seuils, chaque jour, mais il faut surtout retenir que tout ce qui est frais de déplacement, alors frais de mission, frais de déplacement, si jamais tu as une réunion de travail et autres. Si par exemple, je vais à Bastia tout à l'heure faire une réunion. Voilà, exactement, et que ta réunion est dans le cadre professionnel, tu peux déduire parce que là, pour le coup, tu vas recevoir quelqu'un avec qui tu vas échanger. Et donc, on considère que cela contribue à l'intérêt de ta structure au développement de l'entreprise. Donc, ce sont des frais qui sont déductibles. Il faut savoir aussi que tes repas de fin d'année, si jamais tu invites tes collaborateurs à déjeuner, un repas exactement, un repas annuel, par exemple. Exactement, tout à fait, puisque ça travaille à la cohésion d'équipe. C'est plus vraiment pour pouvoir conserver aussi, fidéliser toute la partie liée à tes salariés. D'ailleurs, je salue les miens au passage. Oui, donc, je salue les miens aussi. Tout ce qui est réunion aussi professionnelle, donc comme on l'a dit, et même les repas à l'hôtel, puisque si jamais tu souhaites avoir un client, c'est peut-être l'occasion de le faire. Mais non, mais il y a une marge quand même? Alors, non, c'est seulement surtout les repas pris seuls, en fait, qui ne doivent pas excéder un certain seuil. De tête, c'était à peu près 12 €. Donc c'était 12 €, voilà, j'étais pas loin. Mais lorsque tu es en réception client, normalement, tu n'as pas de limite. À condition, évidemment, de préciser le client que tu reçois ou la personne avec qui tu as. Les voyages, par exemple, à l'étranger, si je vais en Haïti, à Porto Rico, alors, les frais de déplacement, oui, mais attention, ce ne sont pas des frais de déplacement vacances. Non, je vais en reportage à Miami. Toujours dans l'intérêt de ta structure, effectivement, si tu vas faire un reportage, c'est déductible, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de limitation sur toute la partie liée au billet d'avion. Alors, après, certes, il y a la notion d'intérêt de l'entreprise, et puis il y a aussi surtout la notion, est-ce que l'entreprise peut supporter les frais? Mais pour le coup, tu peux inviter tes clients chez M. Bibrac. Ah ben ça, je ne vais pas me gêner. Voilà, oui, moi, qu'on prend rendez-vous. Ils seront ravis. Il me fait une facture, c'est tout. Voilà, exactement, et tu peux déduire. Alors, plus généralement, donc, comme je te disais, les frais de repas sont déductibles dans une certaine limite. Tu avais peut-être une question, vas-y, Daniel. Non, j'allais dire, moi, si je suis présentateur à la télévision, tous les jours, il faut que je change de chemise. Et même de lunettes. Alors, qu'est-ce que je fais là? Alors, Danick, il y a seulement certains frais qui sont admis en déduction. Tu sais, cette question-là sur les vêtements, elle revient toujours. Mais tout ce qui est vêtements courants, donc à savoir costume, tailleur, prêt-à-porter, allez, ma manicure. Oui. Tes soins chez le coiffeur, bon, pour toi, ça va, il n'y a pas trop de non, j'ai pas beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est pas déductible. C'est pas déductible? Pas déductible, non. Par exemple, ce qu'il a... Alors lui, oui, par contre, parce que ma chemise n'est pas déductible. Non, mais lui, c'est possible. Pourquoi? Parce que lui, en fait, c'est considéré un peu comme un bleu de travail. Et si jamais... Mais ça, c'est un jeune de travail. Mais oui, mais si lui, il n'a pas sa veste, en fait, hygiéniquement... à la limite, il faudrait que je vienne sans rien. Non, Danick, tu peux pas. Voilà, oui, à la limite, voilà, c'est ça, t-shirt publicitaire, t-shirt ZCL News, tu arrives avec ton t-shirt, là, ce sera déductible. Tout à fait, j'ai entendu. Merci. Et les cadeaux d'entreprise? Les cadeaux d'entreprise, déductibles dans une certaine limite. Un stylo, dans une certaine portable. Limite. Il ne faut pas que tu aies un cadeau qui dépasse 3 000 €. Là, c'est clair que tu te fais retoquer par l'administration fiscale. Une montre Cartier, on ne peut pas. Mais voilà. Ouais. Mais sinon, après, les cadeaux à la clientèle sont admis en déduction. Et attention, par contre, tout ce qui est
objet publicitaire, c'est dans la limite de 69 € TTC par objet publicitaire. Donc il faut que tu fasses correctement ton choix, mais ça va quand même. Les agendas, tout ça, ça passe. Bon. Ça passe. Alors il faut savoir aussi que tout ce qui est matériel de bureau utile à l'exploitation sont aussi déductibles. Ordinateur, stylo, canapé. Alors ça peut être au canapé. Le canapé, bien sûr. Le bureau, la chaîne IFI, la télévision. Oui, tout à fait. À condition que tu puisses démontrer que c'est dans l'intérêt de ton activité professionnelle. Toujours. Donc il y a quand même certaines admissions. Alors par contre, ton yacht, tu oublies. Oui. Et la voiture? Alors la voiture, deux choses. Il faut vérifier deux cas. Tu as le cas où le véhicule appartient à la société, c'est-à-dire que c'est la société qui l'a acheté. Oui. Dans ce cas-là, les frais d'essence, les frais d'assurance, tout ce qui s'y rapporte sont déductibles. Mais pas la voiture? La voiture aussi. Non, si la société a fait l'acquisition d'une voiture. Oui, bien sûr, elle est déductible à condition qu'elle serve l'intérêt de l'entreprise. Par contre, si toi tu as ta voiture que tu mets à disposition de la société, tu ne pourras déduire que les indemnités kilométriques. Donc, ça veut dire que ça nécessite un suivi plus rigoureux. En fait, tu vas devoir analyser le kilométrage effectué de façon journalière. Les pannes ne sont pas déductibles? Les pannes? Mais non, mais les pannes de ton véhicule personnel, tu ne peux pas les passer sur la société parce qu'en fait, elles sont censées être prises en charge dans le calcul des indemnités kilométriques. D'accord. Donc, c'est pas forcément tout comme on l'entend qui permet la déduction, mais il y a quand même pas mal de choses. Alors après, pour continuer à préciser, donc tout ce qui est frais d'actes et contentieux, formation professionnelle, qui est aussi effectué dans le cadre de ton intérêt, toujours intérêt de l'entreprise. Quand on cherche à savoir si une charge est déductible ou non, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'elle vise à pouvoir permettre... Et à qui on s'adresse à ce moment-là? Sinon, tu fais, allô, j'appelle mon expert comptable. D'accord. Voilà, c'est ça. Frais d'hébergement, frais de site internet, création, tout cela. D'accord. Bon, c'était la bonne nouvelle du jour. Merci. La prochaine fois, on nous parle de quoi la prochaine fois? Alors, ça va être moins drôle pour le coup. On va revenir sur des sujets un peu plus sérieux. Oui. La loi de finances 2021. D'accord. Bon, merci Evelyne. On se retrouve tout de suite vers Madame Gersiane Bondou-Galas pour nous parler du Forum des étudiants, nouvelle version pandémie. Oui, bien voilà. Voilà, comme je dis, bonsoir à tous. C'est vrai, aujourd'hui, nous sommes quand même à jour J-1 du SOFEM, le Salon de l'orientation, de la formation et des métiers, organisé par la SEM patrimoniale, mais en partenariat avec la région. Donc aujourd'hui, je suis plus ou moins sur le plateau pour donner un petit peu des informations concernant le SOFEM. Parce qu'il faut savoir que d'habitude, le salon s'organisait au Palais des Sports du Gosier. Tout à fait. Et malheureusement, les conditions sanitaires font qu'on ne peut pas l'organiser sur ce site. Donc, on aura un salon virtuel du 4 au 6 février. À partir de demain? À partir de demain, oui. Alors, non, mercredi. Alors, comment on va... Il y aura des sites internet, il y aura des webinaires? Il y aura des webinaires. Donc, comme on dit, toute personne, parce que c'est le public guadeloupéen et d'ailleurs ils pourront tous se connecter au salon.sofem.com. Salon-sofem.com. Donc c'est gratuit pour tout le monde, de toutes les façons. Oui. Il y a un programme, on voit le programme sur le salon.fr, etc. Voilà, ils auront tout ça sur cette plateforme. Ils auront toutes ces informations. C'est qu'on n'a pas ce contact avec la population, avec les personnes, les formateurs, on n'aura pas ce contact direct avec eux, mais sur cette plateforme, ils pourront poser des questions, ils auront des réponses en direct aussi, donc il y aura cet échange. Quelle durée, à quelle heure? Mais de 9h, justement, j'allais revenir, de 9h à 17h. Mais c'est qu'à n'importe quel moment, même après le salon, ils pourront aussi se connecter et avoir des informations justement, parce que ce salon est dédié aux collégiens, aux lycéens, aux étudiants, aux personnes qui vont se reconvertir pour une profession quelconque, aux demandeurs d'emploi, ou des gens qui cherchent une formation quelconque. Donc, ils pourront trouver toutes ces informations sur cette plateforme. Bien. On l'a noté et puis on espère que l'année prochaine, le salon reviendra en physique.
On le souhaite. On l'espère. Il y a juste une petite chose que je voulais rajouter, c'est que le 5, avec le lycée de Pointe-Noire, justement, comme le thème de cette manifestation qui est importante pour la région, c'est sur les métiers de la mer. Donc, avec le BTS audiovisuel de Pointe-Noire, ils pourront aussi se connecter avec cette télévision éphémère. Et comme ça, ils pourront avoir des informations sur les métiers de la mer. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que quand on va sur les sites là où nous avons des marins-pêcheurs, quand on regarde bien, les marins-pêcheurs, ils ont un certain âge. Il n'y a pas la relève et là, c'est une demande. Même un âge certain, d'ailleurs. Voilà. OK. Bon, écoutez, Madame Bondo Galas, c'est la 3e fois que vous revenez. Ce ne sera pas la dernière, j'imagine. Il y aura d'autres choses à dire. Voilà. Puisque vous êtes président de la commission éducation de la région. Exactement. Juste une petite question. Les livres ont été distribués cette année? Attendez, nous sommes au mois de février. Oui, parce que vous savez qu'à Saint-Martin, ils ont eu un gros problème. Il y a des livres qui n'étaient pas distribués dans les écoles. Et pourquoi les livres n'étaient pas distribués? En pas connaître. Mais non, mais vous savez quelque chose? Les livres appartiennent aux parents. Ce sont les parents qui doivent acheter. Mais bon, la collectivité fait un geste pour pouvoir acheter le matériel scolaire des élèves. Oui, pas des bouquins. Mais le matériel, quand je dis le matériel, je parle des bouquets. Aussi, d'accord. Parce que la FAPEC est venue ici disant que les livres n'étaient pas arrivés dans certains lycées à Bainbridge. Allez-y dans les lycées et vous allez voir qu'il y a des proviseurs qui sont tellement prévoyants. Depuis en amont, ils commandent le matériel. Ils commandent les livres. All is fine. OK, 13h50. Merci d'être venu. On a un dernier retour sur l'actualité. Cette fois-ci, ce sont les randonnées scolaires, justement, dans la journée des zones humides. Et ça, c'est dans le cadre du parc naturel. On revoit ce reportage de Charlie Dagonien, on va terminer là-dessus. Morne-à-l'Eau a été bien cité, petite ville de la biodiversité. Vous savez, sur la métropole. Ça, c'est un label qu'il a reçu. On ne peut pas s'empêcher de ne pas faire connaître aussi aux enfants tout leur milieu humide, tout ce qui fait partie de la zone nord de Vieux-Bourg. Et pour aller sur le centre, tout le monde maintenant veut dire du bien de lui, c'est la zone de Babin. Nous sommes avec l'école primaire de Vieux-Bourg, donc il y a 2 classes, donc ce seront à peu près 35 élèves avec des accompagnateurs et donc nous allons nous diriger vers une partie de la trace de la case de Lamentin. En fait, le but de cette matinée, environ 1h30 entre échange et marche, eh bien, ce sera effectivement de comprendre le rôle et la fonction des zones humides. Parce qu'aujourd'hui, on est le 2 février, d'accord? Donc, c'est la journée mondiale des zones humides. Et c'est une convention, qu'on appelle la convention Ramsar, qui a été signée dans la ville d'Iran, la ville de Ramsar. Et donc, chaque année, ces zones humides, effectivement, sont fêtées pendant tout le mois de février. Donc c'est une occasion pour permettre aux enfants de sortir effectivement de l'école, de partir à la connaissance du territoire et effectivement adopter des comportements éco-citoyens. Donc ce sont les futurs ambassadeurs de demain. Nous sommes dans la commune de Morne-à-l'Eau, effectivement, que les enfants doivent bien connaître qu'est-ce que c'est qu'un crabe à barbe qu'on appelle le mantou. En général, c'est en Martinique, mais chez nous, c'est le crabe à barbe, le crabe blanc. Comme les enfants peut-être ne connaissent pas, même s'ils sont dans Vieux-Bourg, peut-être ils ne font pas partie de cette zone-là, ils ne connaissent pas très bien. Alors cela leur permettra de mieux connaître leur environnement. Ainsi, ils pourront grandir avec certaines connaissances qu'ils ne connaissent pas aujourd'hui. Et de là, les enfants, espérons, ce sera l'avenir de demain en cette manière de la biodiversité. Voilà, bonne expérience aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, je rappelle, en début de journal, on a reçu Madame Cathy Libana Dembélé, c'est la co-organisatrice du Black Story Month. Elle est présidente des routes européennes de la mémoire noire, section France. Peut-être qu'un jour, elle viendra au MAC. Il y a toute une série de manifestations autour du Black Story Month qui a commencé hier soir. Ensuite, on a reçu les gens de la CAF, pour la CAF Casazote, par rapport au droit, l'aide au logement qui a beaucoup changé, beaucoup de modifications, avec Herman Noundou et Odjake Briando. Et puis, on a reçu Jimmy Bibrac, restaurateur, Laetitia Esseline, responsable de la boutique du MAC, et la directrice du Memorial Act, Madame Lorella Rinson, et finalement une chronique
aujourd'hui, on veut dire résiliente, on va dire ça comme ça. Et puis on a terminé avec Gersiane Bondo, Gadas, que des gens intéressants aujourd'hui. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à la même heure, 12h30 en direct du ZCL News. On vous remercie d'être venus. Et puis, bon appétit si c'est pour manger. J'ai mis quand on va faire bon manger. Migan. D'accord, ok. Voilà, c'est parti. Rendez-vous demain à la même heure. Bougez pas pour les photos historiques. Si le